Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 24e de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 18 mai 2021, 24e épisode qu'on vient de le dire. Un épisode très spécial. On va vous dire pourquoi dans quelques instants. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ça va super bien. Il fait beau, il fait chaud. Ma piscine est peinturée. Elle est pas ouverte, elle est sur le bord de. J'ai ma petite coccinelle qui est en train de gratter le fond pour ramasser les dernières petites cochonneries dedans. Puis tantôt, je m'en vais mettre les sachets de chlore. Puis je suis prête pour la baignade. Traitement choc et tout. Traitement choc. J'ai même eu un petit ballon Trévi quand je suis allé chercher mes patentes l'autre fois. Fait que... Les paris sont ouverts sur combien de temps ça va durer, ce beau ballon-là? Après moi, ça t'offre 2 semaines. Fait que as-tu toi non, je pense pas que t'as un martini spécial. Non, je pense que toi non plus parce que tu oui, en fait j'en ai un. OK, t'as-tu un gin à nous Ouais, je m'excuse, c'est juste que là, tu te rappelles le dernier épisode, j'avais dit que j'étais rendu sur les fonds de bouteille. Oui. Fait que c'est ça, c'est un mix tini, dans le fond, j'ai mis 2 sortes de gin. J'ai commis le péché. Audacieux. Surprenant. C'était surprenant pour vous. Okay. Je suis agréablement surpris. C'est quoi ton tout-ski de gin que tu t'as mixé? J'ai mis du Tundra et du Lore & Legend. OK. Je suis vraiment triste que les 2 bouteilles soient vides, en fait, parce que là, c'est ça, il va falloir que j'aille vraiment à la SAQ en fin de semaine. On peut te partir un GoFundMe aussi, c'est ça qui manque pour que tu puisses t'acheter des bouteilles de gin. Ouais, ça pourrait être pas pire, ça, en fait. Puis ce qui serait vraiment pas pire aussi, c'est un genre de traiteur de gin, ça serait fou. Oh là là, la belle transition pour amener le sujet de la journée. Ouais, celle-là est un petit peu moins... tirée par les cheveux. Elle est tirée par les cheveux, celle-là, je m'excuse, je l'ai mal ficelée. Ouais. Mais bref, notre sujet, ça sera pas nécessairement les traiteurs aujourd'hui, mais j'ai dit tantôt qu'on avait un épisode extrêmement spécial. C'est pour 2 raisons. Premièrement, on a un invité aujourd'hui, et deuxièmement, c'est... Pardon? Encore une fois un invité. Encore une fois, et pour la première fois de l'histoire de Entre deux martinis, il s'agit d'une femme. Donc, je suis vraiment très content. On va arrêter de se faire dire des bêtises. Non, c'est pas vrai, on s'est pas fait dire de bêtises. On se fait attaquer par les woke depuis 3 semaines, c'est l'enfer. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va recevoir Caroline Frigon de la compagnie Elle Traiteur. Donc, en fait, oui, on va parler de traiteur, mais on sait, aujourd'hui, on est le 18 mai, on a une petite grand-messe tantôt parce que le gouvernement va probablement nous annoncer qu'on réouvre les terrasses. Donc, traiteur, resto, toutes ces choses-là, c'est comme un petit peu interrelié. Donc, on est bien content d'avoir Caroline aujourd'hui qui va nous parler de comment, en fait, elle a traversé la pandémie avec son service de traiteur, puis comment elle a géré ça. Donc, Tristan, toi, je pense que tu la connais déjà. Donc, Caroline, tu peux ouvrir ton micro, puis dans le fond, je vais laisser Tristan te présenter. Caroline, est-ce que tu es là? Oui! Allô, Caroline, ça va bien? Salut! Ça va bien, ça va? Ouais, yes. Ça va bien. Merci d'être là. C'est super cool parce que Caroline, en fait, moi, je l'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, je pense, déjà. Au travail. Caroline a travaillé pour un de mes clients qui était, écoute, je pense qu'on peut dire le nom, là, c'était Liquid Nutrition, qui était un bar à jus et smoothie très connu de la région de Montréal. Puis Caroline travaillait, je pense qu'en fait, tu as été gérante, tu as fait quelques postes là, au niveau des opérations, gérante. Oui, je travaillais aussi comme directrice des ventes. C'est pour ça qu'on s'était rencontrés. À cette époque-là. Puis écoute, on s'est recroisés une couple de fois au fil des années. Après ça, Caroline a démarré son entreprise de traiteur. On va passer au travers de ça tantôt, là, son parcours professionnel. Puis ouais, je trouvais que c'est une super belle invitée, intéressante, pertinente à avoir aujourd'hui, justement pour le monde de la restauration. Puis aussi parce que, tu sais, tantôt on avait de la misère à un peu faire la transition, le lien sur traiteur, parler de ça. Je pense que c'est un monde qui est un petit peu
méconnu aussi pour bien des gens. La restauration conventionnelle, c'est quelque chose que tout le monde maîtrise quand même assez bien. Je pense que tout le monde est déjà allé au restaurant au moins une fois dans sa vie. Mais traiteur, c'est un peu différent. Mais écoute, avant toute chose, Caroline, la condition pour être invitée en 2 martinis, c'est de partager une recette de cocktail. Oui. As-tu un martini? As-tu un martini à nous faire découvrir? Oui. Ben écoutez, moi, mon martini préféré, c'est celui du Daema, dans le Vieux-Montréal. Ce resto italien fantastique. Et c'est là que je suis tombée en amour avec les martinis, justement. Moi, je suis pas une tripeuse de gin en général, mais fait que je prends martini à la vodka. Je sais que ça en choque plusieurs, mais ouais. dont nous autres, mais donc, ouais, mais c'est ça. chacun on va juste fermer ton micro, puis... Parfait, c'est terminé. Donc, eux, ils font avec la vodka Chopin, avec le vermouth d'Olin et le jus d'olive Dirty Soup, puis avec les olives Cerignola. Aïe, ok. Okay, attends, il y a tout un mix là. là-dedans. Wow, là. Attends, je prends des notes, là. C'est quoi la marque de la glace aussi pour le shaker? Wow. Hey, mais fais juste me rappeler, fais juste me redire, le vermouth, c'est lequel déjà? Le vermouth, c'est le d'Olin. D'Olin. Ok, je connais pas ça. C'est bon. Excellent. That's it. Il est délicieux. Est-ce que c'est mélangé ou est-ce que c'est brassé? Moi, je l'aime shaky. Ok, intéressant. Ouais. Genre bien dilué ou... Non, pas bien dilué, non. Okay. Mais puis mon chum puis moi, on prend exactement le même, mais lui, il prend avec gin, je me souviens plus c'est lequel aussi, mais ce vermouth-là est aussi intéressant avec le gin qu'avec la vodka. Puis le vermouth dont tu nous parles, est-ce que c'est un vermouth qui est québécois ou c'est juste un vermouth qu'on connaît pas, qu'on connaît moins ici? Ben attendez, je vais aller chercher la bouteille parce que j'en ai une. C'est juste que là... Je me suis cachée dans la salle de jeu des enfants. On te et le bar est clairement pas dans cette pièce-là. Ah ouais, c'est ça. Une chance que le bar... Tu gardes le gin dans la salle de jeu des enfants? Non, c'est ça, je le garde pas mal plus loin. Non, c'est un vermouth qui est français. Ok, cool. Puis le Dolin. Puis attends, le jus d'olive, j'ai-tu compris que c'est une compagnie qui faisait le jus d'olive aussi? Ou Oui, exactement. Elle fait que du jus d'olive. Wow! Ben, c'est Dirty Soup. Il y en a en vente au marché à Trois-Queues, aux douceurs du marché. C'est une compagnie de Californie qui fait ça. C'est vraiment soit une demi-bouteille, un 375 ou un 750 ml de jus d'olive. Wow. Puis ça fait vraiment la différence pour les martinis. Là. C'est un jus d'olive qui est plus stable aussi. C'est moins salé aussi. Ok. Intéressant. Il va falloir te réinviter plus souvent, je pense. Est-ce qu'ils font des olives aussi ou ils font juste non, le jus? Non, je pense qu'ils font vraiment juste le jus. Ok. Wow. Ben, j'ai jamais vu les olives qu'elle a avec, là, pour être honnête. Là. Je dis peut-être n'importe quoi, mais... Ok. Bonne chose à savoir. Mais quand même, ouais. J'espère que tu as noté le nom. Ah, j'ai tout pris les notes. Puis écoute, on va peut-être aller chercher des commanditaires. On vient de faire du beau name dropping dans les 2 dernières minutes. Ouais, c'est ça. En partant par le Emma dans le vieux Montréal. Fait que, oui. Très cool. Merci. Fait qu'écoute, en fait, j'aimerais, tu sais, si on voulait juste casser la glace un peu avec toi, si tu veux nous parler de ton parcours professionnel, parce que comme j'ai dit tantôt, tu étais chez Liquid Nutrition, c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé, d'où t'es parti, puis comment t'as fini comme traiteur aujourd'hui avec Elle Traiteur, ton entreprise? Ben dans le fond, c'est ça. J'ai fait, je suis pas très vieille là. J'ai 35 ans, mais j'ai fait vraiment plein de trucs très rapprochés. J'ai eu beaucoup d'expérience. Dans le fond, j'ai commencé au cégep, je suis allée à l'école en art. Ensuite, j'ai transféré pour aller faire un cours en commercialisation de la mode. C'est ça qui m'a amenée à travailler dans les boutiques et tout. Puis après ça, j'ai transféré à Liquid Nutrition pour devenir justement directrice des ventes. J'aimais beaucoup le côté de la vente, j'aimais beaucoup le côté alimentaire aussi. Je trouvais ça super le fun. Puis, à un moment donné, j'ai eu un client qui m'a apporté une bouteille de vin comme pourboire pour un smoothie. Fait que, clairement, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie pour pouvoir me donner un pourboire aussi intéressant pour quelque chose qui coûtait le tiers de qu'est-ce qu'il venait d'acheter. Ce gars-là, qui était mon client chez Liquid, est devenu un de mes partenaires d'affaires. Dans le fond, lui, il avait une entreprise en création d'événements. Je me suis mis à travailler pour lui
en service, aide à la cuisine, gestion des événements. Puis ça m'a vraiment donné un coup de foudre total pour le côté traiteur. Je connaissais déjà beaucoup le côté restaurant parce que ma mère, elle avait toujours eu des restaurants avant. Puis c'était pas quelque chose que je voulais aller dans cette direction-là, mais le côté traiteur, mon premier événement, c'était pour le Reine Élisabeth. Il faisait un événement au Musée des Beaux-Arts qui servait des petites bouchées cocktails. C'était beau, c'était cute. Tout avait l'air tellement bon. Puis j'ai trouvé que c'était tellement féminin, toutes ces petites bouchées-là. Ça m'a vraiment, vraiment allumée. Puis après mon premier événement, je me suis inscrite à l'école culinaire. Puis j'ai été acceptée. J'ai fait mes cours à Pearson School of Culinary Arts. Puis ensuite, c'est ça, j'ai travaillé pour plusieurs traiteurs, plusieurs chefs privés aussi. J'ai travaillé aussi au Ritz-Carlton. J'ai travaillé pour Crudescence. Fait que j'ai fait vraiment plusieurs postes complètement différents, mais toujours en gardant l'optique traiteur. Okay. Puis, 1 an après mes études, dans le fond, c'était le 4 mai. Fait que ça fait pas longtemps, là. C'est ça, je viens juste de célébrer mes 7 ans de traiteur à temps plein. Quand même. 7 ans. C'est quand même pas pire. Ouais. Dans une industrie, tu sais-tu à peu près c'est quoi la durée de vie d'une entreprise de traiteur dans ce que tu fais? Y a-tu comme une moyenne non divulguée, mais que tout le monde sait un peu? Je pourrais pas te dire, mais c'est sûr qu'il y a vraiment 2 niveaux d'entreprise traiteurs aussi. Là. Il y a les très, très gros traiteurs qu'on a à Montréal qui sont là depuis 20-30 ans. Puis comme Parera, dans le fond, ou c'est ça, Parera? Oui, Dansereau aussi. C'est vraiment des très, très gros traiteurs qui ont une immense équipe. Ils ont vraiment une cuisine de production avec beaucoup, beaucoup de personnel qui roulent, qui sont autosuffisants en eux aussi. Là. Donc, ils ont leur équipe de service, leur équipe de cuisine, de livraison et compagnie. Puis, il y a l'autre côté, comme moi, que je suis toute seule je suis pas toujours toute seule dans l'entreprise, mais c'est moi qui prend toutes les demandes des clients, qui envoie les courriels, les soumissions, que c'est moi qui fais toute la nourriture qu'on sert aussi sur les événements. Je m'occupe vraiment de toute la gestion partout, de la publicité aussi. C'est vraiment juste sur les événements que là, je vais avoir du personnel avec moi. Pour servir, puis dans le fond, c'est ça. Tu fais toute la bouffe toute seule? Oui. Même quand on fait du 2000 personnes. Fait que les petites bouchées, dans le fond, que tu parlais tantôt, c'est. Tu places, mettons, le petit caviar sur le dessus. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, quand on fait les bouchées sur place sur l'événement, parce que moi, j'en fais pas en livraison, là, normalement. Avec la pandémie, j'ai pas eu le choix de m'adapter, mais sinon, avant pandémie, toutes les bouchées qui étaient servies sur un événement, toute la nourriture était préparée d'avance, évidemment. Mais sur place, tout le montage, ben là, on avait une équipe. Fait que là, je pouvais aller jusqu'à 20 employés avec moi en cuisine pour pouvoir faire tout le montage. Ah, OK. Mais est-ce que c'est un menu, tu sais, toi, dans le fond, tu as un menu puis les gens choisissent là-dedans ou dans le fond, je dis à peu près des demandes spéciales, mettons, je veux des huîtres, je veux des trucs comme ça, tu vas aller chercher Comment tu fonctionnes, en fait? Ben moi, dans le fond, je fonctionne du sur-mesure, donc j'ai pas de menu préétabli. Il y a pas personne qui peut me dire je te commande là, qui est le sur forfait le menu. C, Oui, c'est ça, exactement. J'ai pas de forfait comme ça, c'est vraiment tout sur mesure. Donc, normalement, les gens m'appellent, ils vont me demander j'y vais aussi selon les saisons, là, qu'est-ce qu'on sert, qui va être les ingrédients les plus intéressants à quel moment de l'année. Puis sinon, si les gens ont des demandes spéciales, justement, j'aimerais ça avoir des pétoncles ou des huîtres ou je veux avoir un tartare de bœuf, il n'y a pas de problème. C'est ça, je peux leur mettre sur le menu, mais je leur fais avec les saveurs que moi j'ai envie d'exploiter aussi. OK. T'as-tu comme une spécialité dans le sens où vas-tu faire des repas traiteurs, tu sais, des gens assis, exemple comme dans des mariages, ou tu te spécialises vraiment plus dans le côté petites bouchées, cocktails, c'est quoi? Événements, genre 5 à 7. 5 à 7, ouais. Je fais pas mal de tout. Ma spécialité, c'est vraiment les bouchées. Okay. Puis les stations gigantesques, un jour ça va finir par revenir, là, mais les immenses stations, genre grazing table, là, que
avec des grosses meules de fromage. Des fontaines de chocolat, des choses comme ça. Hein? Ouais, pour je des vois moins genres fontaines de de chocolat, mais tu sais, des immenses tables que tout le monde peut se servir, puis c'est super gourmand, que... Ça, Une c'est quoi? table C'est que des je dois- conventums, généralement, ces choses-là? Ou c'est, mettons, un mariage ou... Ben, je fais pas beaucoup de mariages parce que vu OK. que c'est moi qui fais tout de A à Z, les mariages, c'est quand même assez prenant aussi au niveau du temps. Euh, Normalement, j'en fais 1 à 2 par année parce que c'est ça. C'est énormément de back and forth et tout que j'aimerais vraiment ça faire, mais malheureusement, faut que je choisisse mes batailles aussi. Normalement, moi, mon créneau est plus 90% entreprise que c'est des événements corporatifs. Fait que ça va être autant, tu sais, je travaille beaucoup avec les musées, beaucoup avec les compagnies de jeux vidéo, je travaille avec le Cirque du Soleil aussi, je travaille avec vraiment plein d'entreprises comme ça. Des petits clients, quoi. Ouais, Oui, oui, mais oui. mais en même temps, mais je vais te laisser finir sur ton idée, mais j'ai une question après ça, ouais, effectivement. Mais sinon, je fais du chef à domicile aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore, d'aller chez les gens pour pouvoir cuisiner, les chouchouter dans leur propre maison. Là. Il y a quelque chose Wow. Pour combien de très personnes, ça, intime. mettons? Ben, ça dépend de la grosseur de la On dirait qu'il y a maison. quelqu'un qui magasine de quoi. Non, non, mais l'autre tu sais, bout du mettons, micro. il se renseigne. Ben, ça peut être autant pour 2 personnes que ça peut être pour 40, mais ça dépend combien de personnes qui rentrent chez vous aussi. Là. Moi, il n'y a pas vraiment de... En ce moment, il n'y a personne qui rentre, vraiment. Ben, c'est ça. Tu sais, Wow. présentement, il n'y a pas grand-chose, là, mais sinon, tu sais, j'ai pas vraiment de limite de personnes. Là. Je m'adapte selon... Mais ton core business, donc, c'était beaucoup le corporatif. Fait que tu dirais-tu que ça, tu sais, ça respectait, mettons, le 80-20, là, la règle de Pareto, là, 80% de ta business, c'était beaucoup ces gros clients-là, mais t'en avais pas beaucoup, des clients corporatifs comme ça? 20% de ta c'était pas business. mal... Ben, c'était pas mal, ouais, 80 à même 90% de la business qui était le corporatif, puis environ un 10 à 20, dépendamment des années, là, c'est sûr que ça fluctue toujours un peu. OK. Puis aussi gros sont tes clients, on s'entend que dans la dernière année, ces clients-là ont complètement cessé tout ce qu'ils devaient faire avant. Mm-hmm. Comment ça l'a, c'est quoi l'impact que ça a eu, puis c'est comment que écoute, j'ai le goût de dire virer le bateau de bord, réorienter, adapter, comment dis-les, réinventer. Ouais, réinventer, le petit buzzword que je suis capable d'entendre, là. Mais mettons réinventer. Comment t'as dealé avec ça? Ben, c'est sûr que au départ, j'ai eu beaucoup de difficultés là, à me dire qu'est-ce que j'allais faire et tout. Tout le monde me disait fais des repas prêts à manger. Je me disais oui, mais là, c'est bien beau, là, mais tout le monde va se mettre à faire ça. Puis j'ai jamais tripé à faire du pâté chinois dans la vie. Là. Fait que clairement, c'était pas ça le créneau que j'allais faire. Oui, j'en ai fait parce que j'ai aussi une famille, puis il faut qu'on mange, puis il faut que je travaille. Là. Mais j'en ai fait un peu des plats prêts à manger, mais pour certains clients plus spécifiques ou pour les gens dans mon entourage, c'est pas quelque chose que j'ai publicisé sur les réseaux sociaux ou peu importe. Mais sinon, qu'est-ce que je me suis mis à faire? C'était des boîtes brunch et des boîtes apéro. Donc, des bouchées qui étaient déjà prémontées, qui étaient prêtes à manger, des boîtes fromage charcuterie. Fait que j'ai vraiment transporté qu'est-ce que je faisais avant en version prête à manger à la maison. Puis les boîtes brunch, ben c'est ça. J'y allais vraiment dans des grosses boîtes très décadentes aussi. Fait qu'encore une fois, le même principe que qu'est-ce que je faisais avant. Ça faisait longtemps que je voulais faire des brunchs. La pandémie m'a amené que j'ai pu maintenant les essayer parce qu'en corporatif, les brunchs, pas très populaires. Fait que j'ai pu... Je sais pas pourquoi, mais j'ai pu travailler sur des recettes là-dessus. Ça, j'ai trouvé que c'était très positif. J'ai adoré ça aussi. Là. Ben, j'aime encore ça. Là. J'en fais encore présentement. OK. Cool. Nice. Je reviens à ce que tu as dit plus tôt, puis ça m'a, tu sais, je prends des notes pendant que tu parlais, tout ça. Tu as commencé dans le milieu de la mode, puis là, tu es rendu vraiment complètement de l'autre bord, dans le milieu de la restauration. C'est quoi le fil conducteur entre la mode et la restauration? Ben, ça a toujours été le côté... moi, qu'est-ce que j'ai toujours recherché avant d'aller en cuisine, c'était d'avoir un côté qui pouvait être très mathématique et qui en même temps qui allait être très très beau visuellement. Pour moi, c'était important de travailler sur l'esthétisme, de travailler sur la beauté des choses. En mode, j'ai pas tellement tripé sur les emplois qui étaient disponibles. Je me fondais pas très bien dans
dans les gens avec qui que je travaillais et tout. Ça a été du positif pour apprendre que c'était pas ça que je voulais faire. Mais c'est pour ça que, puis avec les arts avant, que là, tu sais, je tombais vraiment plus dans un mode plus épique. Ça non plus, ça me ressemblait pas tellement. Fait que le côté culinaire, ben justement, tu sais, j'ai beaucoup de calculs à faire. Je fais mes menus, mes planifications, mes soumissions, ma gestion, ma comptabilité, tout le planning de mes achats à faire. Fait que j'ai tout ce côté-là très structure. Puis en même temps, j'ai l'autre côté que je peux vraiment créer, puis que je peux faire des choses qui sont magnifiques, qui sont très simples des fois, mais tu sais, je peux vraiment travailler sur la beauté et sur l'esthétisme des plats. Ça me donne vraiment un équilibre entre les deux. Wow. C'est pas mal ça. Un heureux mélange de toutes tes capacités et ce que tu aimes faire. Hein. C'est un peu artistique aussi, là, comme tel, là, Oui. créer justement des belles présentations, puis ces choses-là, je le vois un peu le fil conducteur. Moi, je me demandais, t'as nommé quand même clients majeurs tantôt, comment t'as eu ces clients-là? Qu'est-ce que t'as fait pour aller chercher ce genre de clientèle-là? Ben, c'est parce que je suis bonne. Wow! Non, j'arrêterai ça ici, cet épisode-là. Je pense qu'on a fait le tour. Non, j'ai travaillé vraiment super fort, ça c'est sûr et certain, mais j'ai eu la chance d'avoir de très bons contacts aussi. Justement, Sébastien qui m'a aidé énormément au départ avec le lancement de l'entreprise et tout. Lui travaillait déjà avec beaucoup de ses clients-là. Il y en a des clients qu'on a développés ensemble, il y en a d'autres que lui avait déjà qui s'est mis à me référer pour qu'on puisse vraiment faire une belle équipe. Puis moi, ensuite, j'ai eu plusieurs autres contrats que là, je l'ai référé lui. On a vraiment pu travailler ensemble pour créer toutes sortes d'événements, puis de garder, pour moi, c'était super important de garder mes clients, puis qu'ils soient fidèles, qu'ils soient contents d'un événement à l'autre aussi, là, que dans le fond, chaque événement qu'on prenait, on se disait, ben, celui-là, il est gagné parce qu'il est terminé, mais il n'est pas gagné tant et aussi longtemps que l'autre n'a pas bien suivi par la suite aussi. Là. C'est un monde beaucoup de bouche à oreille ou il y a du... tu sais, pour, mettons, que oui, surtout au Québec, moi, j'ai l'impression que oui, moi. Oui, beaucoup de bouche à oreille. Moi, dans le fond, j'ai jamais fait aucune publicité à part sur les réseaux sociaux dans les 7 années. Je me suis fait demander à maintes et maintes reprises pourquoi j'avais pas de site web, puis j'ai toujours dit, ben, j'ai pas eu le temps d'en faire un. J'ai été victime de mon propre succès. J'ai été hyper chanceuse aussi, là. Je suis vraiment née sous une bonne étoile, là. Ça a parti très rapidement. Puis ça a été constant tout le temps aussi. Mais c'est énormément de bouche à oreille, surtout quand que ça se passe en chef à domicile. Les gens vont souvent demander à d'autres personnes qu'ils savent qui ont déjà eu un chef à la maison comment ça a été, l'expérience et tout. Y a-tu bien gros de la compétition? Oui, mais à quel point, mettons? Parce que j'en connais d'autres, moi, des traiteurs, mais je me demande, est-ce qu'il y en a énormément? Est-ce que tu rentres sur des appels d'offres des fois? Ou comme, mettons, tu as parlé du Cirque du Soleil tantôt. Est-ce que c'est arrivé comme juste de même sur le fly, tu as eu la référence, puis ils t'ont signé un contrat tout de suite? Ou a fallu qu'il y ait d'autres soumissions, puis tu te battais contre d'autres joueurs, mettons? Ben, chaque événement et chaque client est différent aussi. Avec le cirque, j'ai été chanceuse parce que, justement, c'était Sébastien qui avait eu le contrat à la base, puis qu'il m'a engagé la première fois, j'avais une station plus des bouchées, puis ensuite, ben, ils étaient super contents. Donc, l'année d'ensuite, ils m'ont donné 2 grosses stations, plus les bouchées, plus le VIP. Parce que vous étiez plus qu'un traiteur dans le même événement? Oui, dans celui-là. Okay. Parce que ça, c'est les lancements qu'ils font l'été, là, dans le chapiteau et tout, là, pour le lancement de... Il y a combien de personnes, mettons, me donner un ordre d'idée quand il y a des événements comme ça? Ben, celui-là, c'est mon plus gros que j'ai annuellement, normalement, c'est 2000 personnes. Aïe, aïe. Quand même. Puis, dans le fond, normalement, la première année, on était 8 traiteurs. La dernière année, on était 6, mais moi, j'avais 4 fois la quantité que les autres avaient. Là, je faisais les décors aussi pour les stations de tout le monde. Là. Je fais des toiles aussi, fait que je leur ai fait des toiles partout pour qu'ils puissent servir la nourriture sur des toiles. OK. Puis de gérer tous les concepts
de mise en marché des stations aussi, là, pour que tout le monde soit uniforme le plus possible. Puis juste, mettons, me donner une idée, quand tu sais, vous êtes quelques traiteurs, il y a 2000 personnes, mais est-ce qu'individuellement, chaque traiteur doit se préparer comme si les 2000 personnes allaient venir dévaliser son stand? Ben oui puis non, parce que c'est pas tout le monde qui va se promener exactement partout en même temps non plus, là. Ça fait quand même beaucoup de gens au pouce carré, là. Fait que c'est sûr que les gens font une genre de vague, donc il y a un certain nombre de bouchées qui est préparé par personne. Je me souviens plus exactement c'était combien, là, mais c'était à peu près, me semble, 1800 bouchées de chaque sorte qu'on avait, là. Que t'as fait toute seule. Ouais, mais wow. j'étais un peu motivée pour ces affaires-là. Mais sinon, tu me demandais aussi tantôt pour la compétition. Ouais. En règle générale, on est certains traiteurs il y a beaucoup de gammes aussi là, en traiteurs. Normalement, je me bats avec les 5 mêmes joueurs environ, là, qu'on est au même niveau, qu'on fait les mêmes choses, qu'on a pas mal le même type de clients aussi. Donc, oui, il y a toujours une certaine compétition. Mais une fois que tu es rentré chez le client, il te reprend tout le temps s'il est satisfait ou à chaque fois c'est à recommencer? Non. D'habitude, quand que ça a bien été, le client est gagné. Okay. Puis ça dépend aussi s'il y a des références, justement, ou pas. Mais là, présentement, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas d'événement, justement, corpo ou quoi que ce soit, et que là, il faut que je me batte avec tous les traiteurs, mais aussi avec tous les restaurants qui font des plats prêts à manger. Fait que ça, c'est beaucoup plus difficile cette année à gérer parce que les restaurants peuvent faire des plats qui vont coûter beaucoup moins cher à l'unité, parce qu'ils vont en faire énormément aussi, puis qu'ils sont prêts, puis ils ont une gestion différente financièrement qu'un traiteur. Au niveau des matières premières aussi, j'imagine? Oui, ben ça dépend du level de qualité ou peu importe d'un restaurant, mais si on se situe même rapport qualité-prix là, de un à l'autre, mais dans le fond, normalement, un restaurant va préparer tous ses plats pour pouvoir les servir le soir. Il ne sait pas combien il va en avoir besoin, tandis qu'un traiteur, mais on fonctionne de l'autre façon. T'sais, on se fait booker un événement, on achète en conséquence de qu'est-ce qu'on va servir, puis on le sert. C'est juste un calcul qui est vraiment différent. Parce que ta capacité, j'imagine, de conserver les aliments, elle est beaucoup moins élevée. Je veux dire, c'est quoi ton équipement? As-tu des frigidaires de restaurants? C'est comment tu... Oui, ça, il n'y a pas de problème au niveau de l'équipement, mais c'est juste que normalement, c'est ça. Moi, je fonctionne de l'autre façon. Je fonctionne vraiment d'une façon traiteur. J'ai pas un local qui est ouvert au public que tout le monde peut venir chercher qu'est-ce qu'il veut quand il veut, là. C'est vraiment fermé, fait que... c'est plus calculé. Exactement. Ok, fait que t'as ton local, tu fais pas ça dans ta cuisine, là. Non. Non, mais tu sais, je sais pas. Il y a 8 frigidaires dans sa cuisine. C'est un musée de frigidaires. Mais quand t'es parti, c'est sûr que t'as dû partir dans ta cuisine. Oui. Je suis partie dans ma cuisine. Aïe, c'est quoi le plus gros service que t'as préparé dans ta cuisine puis que tu t'es dit, genre là, c'est terminé, c'était la dernière fois que je fais ça chez nous? Mon Dieu, ça fait quand même longtemps, mais c'est à peu près 250 personnes, là, ouais. Ça avait été... mais tu sais, justement, on tombe en mode... quand que je faisais ça, justement, là, c'était, OK, on nettoie tout au complet, on enlève tout ce qui... Mon chum capotait parce qu'il pouvait rien manger dans la maison, là. J'avais tout vidé, il y avait juste une petite section, puis c'était tout, là. Il y avait le droit à la porte du frigo, puis c'était pas mal juste ça. Mais c'est ça, c'était fait de façon quand même très sanitaire. J'ai quand même mes cours de MAPAC et compagnie. Là, fait que même si je le faisais de chez moi, c'était bien fait. Mais. Tu veux pas trouver un poil de chat dans une Non. Non, ça paraît mal un peu. Ça finit mal un souper, on va se le dire, un poil de chat. Mais c'est quoi, selon toi, puis tu sais, parce que là, justement, tu parlais que tu compétitionnais non seulement contre les traiteurs, mais que tu compétitionnes aussi contre les restaurants. C'est quoi la plus grosse distinction entre un restaurant et un traiteur? Ben justement, c'est que le traiteur, c'est fait... Ben, ça dépend d'un traiteur à l'autre, mais si je compare moi, c'est quoi la plus grande différence? C'est que c'est vraiment fait sur mesure selon les besoins des clients. OK.
chaque bouchée est faite pour une personne en particulier. Moi, je vais faire tous mes achats aussi moi-même, là. J'ai pas une compagnie qui vient livrer chez moi. Tu vas chez Costco le samedi en ligne. Puis... Non, je me tiens loin du Costco. Mais tu sais, je fais affaire avec une petite boucherie dans mon quartier. Je fais affaire avec plusieurs kiosques au marché aussi. J'essaie d'aller dans des petites entreprises aussi le plus Les produits possible. québécois surtout, mettons? Oui, quand que j'utilise les plateaux de fromage et charcuterie, c'est seulement uniquement des produits québécois que je vais utiliser. Puis sinon, c'est ça, j'essaie de vraiment travailler avec des petits producteurs d'ici, des compagnies familiales aussi, des compagnies qui me représentent énormément aussi là, sur mes valeurs. Donc, tu sais, justement, je veux pas aller chez Costco. J'y vais pas pour sauver avec une autre entreprise pour aller sauver 25 sous sur quelque chose. Là. Pour moi, c'est important d'avoir la fraîcheur, la qualité. Ils ont des bonnes olives, en tout cas. Ouais. Marc-Antoine aime bien les olives de Costco. Mais là, ceux que t'as parlé tantôt, par exemple, ça me... Ouais, je vais peut-être bien essayer. Puis, tu sais, y a-tu... Les bouchées, c'est toi qui les proposes, mais as-tu des demandes spéciales de clients qui te demandent de créer des choses pour eux autres? Des bouchées, de quoi, de fucker? En fait, ma question est à deux volets. Est-ce que les clients te demandent de créer des choses pour toi? Puis si oui, est-ce que tu le fais? Puis deuxièmement, c'est quoi la chose la plus fuckée qu'on t'a demandé de créer si jamais tu l'as fait? Dans le fond, oui, on me demande souvent de créer des choses pour les clients. Souvent, les gens vont partir avec un concept aussi. L'événement qui a été le plus wild là, jusqu'à date, c'est pour une compagnie d'architectes qui avait tellement d'allergies, ça avait aucun sens. Oui, j'avoue, ça, c'est quand même quelque chose que... Okay. Ouais, c'était un menu à thématique hawaïenne, mais je ne pouvais pas utiliser de mangue, de noix de coco, d'ananas, de porc, name it, là, tout ce qui avait rapport. Ils ont bien choisi leur thématique quand même. Oh my god, c'est tellement compliqué. Savais-tu que les Hawaïens mangeaient du pain blanc et du beurre? Mais je me suis tellement cassé la tête. Ils étaient super contents, mais ça l'avait été tellement complexe faire le menu. J'étais encore en lien avec des professeurs à l'école quand que j'avais fait ça, puis j'avais été demander à un de mes professeurs, je me disais « Oh my God, aide-moi s'il te plaît, parce que là, je sais même plus par où partir. » Puis ça avait été un beau défi de relever, mettons. Les allergies, c'est souvent quelque chose... J'avoue, toi, dans le fond, quand quelqu'un te passe une commande, comment ça marche? Dans le fond, t'envoies un formulaire, j'imagine savoir c'est quoi les demandes, y a-tu des allergies, y a-tu du monde à cette heure les cœliaques, allergiques au gluten? Mais tu peux pas le savoir. En tout cas, en fait, ta question est vraiment bonne, Marc-André, mais mettons un musée te demande d'organiser un buffet, tu peux pas savoir. Ah, pour les invités, ouais, excuse-moi, moi j'étais dans l'optique que c'était un party de Noël. Oui, okay. C'est ça fonctionne à deux niveaux. J'ai pas de formulaire, mais je parle à mes clients directement, puis je leur pose toutes ces questions-là. Quand c'est des gros événements, c'est sûr que des bouchées, quand on les crée, il y en a tout le temps. Tu sais, le lactose puis le gluten, c'est les deux plus gros allergènes qu'on a tout le temps. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a souvent des végétariens aussi, pardon, dans les groupes. Donc, les bouchées sont faites en conséquence que c'est pas toutes les bouchées qui ont du gluten, de la viande et du lactose, là, tu sais, on essaie de faire une autre gestion. Oui, mais on arrive toujours aussi avec un certain backup que s'il y a whatever allergie qui pop, on peut quand même... On a un stack d'épipènes dans le backstore. On a des bouchées d'épipènes en arrière si jamais... Wow! Sur une petite cuillère en bambou, là, t'as des épipènes qui sont là. Wow. Mais sinon, quand justement c'est un souper chef à domicile ou quoi que ce soit, les gens ils savent c'est quoi les allergènes des autres personnes. Là, sont laissés d'avance. Fait que le menu peut être fait en conséquence de qu'est-ce qu'il va avoir comme allergie ou intolérance. Ça t'est-tu déjà arrivé qu'un client cancelle tout à la dernière seconde, mettons, t'avais tout acheté puis cancelle la commande parce qu'il y a eu un imprévu, genre une pandémie? Ça m'est arrivé 2 fois cette année.
l'année passée plutôt. Ça m'est arrivé au mois de mars, j'avais un 500 personnes et 2 semaines avant, justement, la pandémie a éclaté, puis j'avais déjà commencé à faire certaines préparations. Là. On avait des arancini, fait que là, j'avais un congélateur avec 600 arancini. T'en restes encore 200. Non, ils ont tous passé finalement. Là, ma famille mange ça depuis 2 mois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que ça, c'était en mars 2020, puis au mois de décembre, ils ont annoncé que finalement, tout refermait, les bureaux à 100%. Fait que j'avais un événement 2 jours après. Mes achats étaient toutes faits. J'étais prête à commencer la prod, puis pouf, ça allait éclater. Fait que, ouais, je me suis fait pogner 2 fois cette année. Là, mais normalement, c'est knock on wood, là. Mais tu prends-tu des dépôts? T'as-tu un backup que tu te fais? Y a-tu quelque chose ou non, pas du tout? Ou, Ben, normalement, oui, j'ai un dépôt, là. Okay. Mais, tu sais, c'est difficile aussi. T'sais, moi, ma politique, c'est si c'est annulé à l'intérieur de 6 jours avant l'événement, c'est payable à 100% parce que justement, j'ai fait les achats, mais c'est toujours un peu difficile. Là. Je me sens toujours mal de charger les gens, mais en même temps... Surtout quand c'est pas de leur faute nécessairement, ben c'est le ferme. Exact. C'est ça. Fait que c'est toujours des situations très délicates à gérer. Là. Puis tu renouvelles-tu souvent ton menu, tes affaires? Tu fais-tu beaucoup de recherche et développement? Tu fais-tu, je veux dire, ton chum goûte-tu à 28 recettes par semaine? Mon chum, il dit jamais non pour goûter en passant. Là. OK. Mais il est bien content quand justement je sais qu'il me goûter. Non. À part dans sa tête au fromage de chèvre, là, mais sinon, ça va. Ah, je le comprends. Moi non plus, le fromage de chèvre. Mais non, sinon, oui, je fais toujours des nouvelles bouchées. J'en ai toujours qui roulent quand même. Tu sais, j'ai certains classiques, là, si on peut dire. Là, puis même, j'ai des clients qui me disent, j'ai une cliente en particulier que elle va me dire, ça moi ce que tu veux, mais ça me prend le ceviche de pétoncle avec ça. Fait que, mais sinon, j'ai toujours des nouvelles bouchées qui vont rouler. Je fais toujours de la recherche et développement aussi. J'améliore aussi certaines recettes où je vais changer les saveurs par rapport à la thématique de la saison aussi. Tu prends ton inspiration où? Un peu partout. J'ai énormément de livres de cuisine, évidemment. Mais sinon, quand que je bâtis des recettes, je pars souvent juste avec des ingrédients. Donc, je vais regarder dans un livre, admettons, je pars avec la figue, ben là, je vais aller faire des associations. J'ai un livre de saveurs, là, donc je vais aller faire des associations de qu'est-ce qui serait intéressant avec la figue, puis à partir de ça, là, je vais me dire, ben peut-être un mini cake ou finalement, OK, je vais faire telle autre sorte de bouchée. J'ai des feuilles, je prends des rouleaux comme ça, les rouleaux pour les enfants, là, que tu déroules le papier pendant 8 km, là, puis je m'installe avec ça, puis je fais mes créations de menus. Je dois avoir à peu près 30 000 bouchées décrites, là. Je les ai pas encore toutes essayées, là. J'en ressors tout le temps ici et là quand j'ai besoin de nouvelles bouchées, mais j'en ai décrites. Après 7 ans dans ce domaine-là, puis tu sais, t'as touché un peu à la restauration, tout ça, c'est quoi la plus grosse, mettons, je sais pas, mais l'évolution ou la progression ou les changements dans l'industrie ou dans les habitudes alimentaires ou y a-tu des choses que tu as vraiment vues qui ont changé au fil des années? Au niveau des allergènes, honnêtement, ça a vraiment, vraiment changé. Là. Quand j'ai commencé, il y a 7 ans, il y en avait on n'en parlait pas vraiment. Non, on en parlait beaucoup moins, ça c'est sûr et certain. Il y avait quelques personnes ici et là qui mangeaient pas quelque chose ou d'autre, mais on parlait beaucoup plus de végétarisme ou de vegan aussi. Tandis que là, présentement, justement, tu sais, tous les allergènes, le lactose, le gluten, là, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, là, mais depuis 2 mois, tous mes clients sont allergiques aux oignons puis à l'ail, là. Je sais pas pourquoi que ça vient de popper ça, là. C'est donc bien drôle, ça. Okay. Des allergies au poivre, j'ai des allergies au saumon aussi. J'ai plein d'allergies que je me faisais pas dire ça avant. Mon Dieu, il est temps que la pandémie arrête. Hein. Le monde s'invente plein d'affaires pour être intéressant. Allergique aux oignons et à l'ail, ça prend un peu, j'entends ça. Au saumon, là, faut le faire aussi. Là. Ben, le saumon, ça se peut. Le poisson, tu sais. Ouais, mais non, mais juste saumon. Ah, juste saumon. Ouais. OK, dis-le que t'aimes pas ça, dans le fond. C'est un peu délicat à dire, mais
Non, mais c'est ça. C'est beaucoup au niveau des allergènes qui sont de plus en plus intenses, là. Avant, on avait quelques-uns que c'était plus facile à gérer. Maintenant, c'est plus préoccupant. Mais là, c'est comme tu as dit, le véganisme puis le végétarisme qui ont eu une montée en flèche les dernières années aussi, là, qu'on parle de plus en plus à cause, pour peu importe la raison pour laquelle tu choisis de le faire, je pense que c'est rendu une mode, là, pas mal. Fait que j'imagine que toi, tu as dû adapter ton menu, doit avoir un petit peu moins de viande et de choses comme ça à l'intérieur. Ça dépend selon les clients ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai toujours des bouchées végétariennes avec poisson, fruits de mer, puis viande. Dans mes menus, normalement, c'est ça mes mix. Mais si j'ai quelqu'un qui est végé ou vegan, mon menu va être adapté, là. Tu sais, justement, j'ai travaillé chez Crudescence. C'était aussi pour ça que j'étais allée travailler là-bas, c'est que je voulais avoir une certaine conscience de comment créer des alternatives pour les gens qui ont certains choix de vie, là, on peut dire ça aussi. Mais je veux dire, il y a tellement eu des avancées tu sais, je veux dire, même depuis le temps que tu as été chez Crudescence, là, les avancées dans le véganisme, les textures, les saveurs, toutes les, tu sais, maintenant, tout ce qu'on appelle le mock meat, là, le Beyond Meat, le Impossible Food, le VGI de ce monde qui a inondé le marché. Je veux dire, on est ailleurs, là, puis ça va pas, c'est pas prêt de s'arrêter, là, c'est pas prêt de ralentir. Puis ça m'intéresse tellement pas. Ben, il y a quelque chose là d'intéressant. Moi, personnellement, je trouve que, en tout cas, c'est un débat, là, clairement, là, tu sais, ça aide à démocratiser, là, à base de plantes pour les purs et durs qui ont de la misère à laisser la viande. Mais clairement, je pense que, puis j'imagine, tu sais, Caroline, peut-être qu'elle est d'accord avec moi ou pas, elle pourra me le dire, mais il y a tellement de textures, de saveurs, de choses à explorer juste dans le monde végétal sans le transformer puis à vouloir le mettre tellement ressemblant à la viande. Que le terrain de jeu est assez gros, là. C'est ça. Moi, tant qu'à pas manger de viande, j'aime mieux pas manger de la fausse viande, là. Je vais manger juste d'autres choses. Ouais, c'est ça. Moi, je vais continuer à manger de la viande. Ben, c'est ça. C'est correct. Hein? Mais je respecte aussi ceux qui en mangent pas. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, tout le monde fait ce qu'il veut, en fait. Hein? Non, mais c'est ça. Mais il y a justement beaucoup d'alternatives de recettes qui peuvent être créées sans utiliser ces fausses viandes-là. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Là, mais... OK. Puis tu disais tantôt, ta mère, elle a eu des restaurants? Oui. T'as-tu le droit de divulguer le nom des restaurants? Ou, oh mon Dieu. Ben, c'est-tu des chaînes? C'est quoi? T'étais-tu franchisé? Non. Non, c'était pas des chaînes. Elle a eu un restaurant de déjeuner quand je suis née, dans le fond, elle avait un restaurant de déjeuner. Après ça, elle a travaillé dans plusieurs restaurants aussi. Puis quand j'étais ado, elle a eu un restaurant dans le quartier industriel à Anjou. Okay. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Elle a toujours travaillé dans les... C'était quoi le restaurant dans le quartier industriel à Anjou? Parce que moi, c'était mon territoire quand je vendais des photocopieurs. Ah oui? C'était le Chantelois. Le Chantelois. Est-ce que ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Ah. Bon, je l'ai pas connu, mais ça doit faire peut-être... T'es pas allé à côté, t'es pas allé à côté à ce bar-là. Non, ça doit faire au-dessus de 10 ans, là. Fait que Ouais, ben c'est ça, ça fait même plus que ça, là. Ah, ok. Mais tout ça pour dire, ma question par rapport à ça, c'est, tu sais, mettons la restauration ou traiteur ou cette piqûre-là, en fait, de travailler dans le domaine de la restauration, tu penses-tu que c'est inné, c'est une vocation, ou c'est quelque chose qui t'arrive à un moment donné sur le tas comme ça, puis... Ben, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais je voulais pas travailler dans les restaurants. Ben, je voulais quand que j'étais jeune, là, quand que justement ma mère, elle avait son restaurant. Moi, j'avais juste une idée dans la tête, là, c'était de travailler en arrière du bar puis servir de la bière en fût. C'était mon seul... Wow. Ça me parle! De la musique à mes oreilles! Ah ouais! Wow. Moi, j'étais assis de l'autre bord du bar. Ouais, c'est ça. Moi, je reçois la bière en fût. Moi, quand j'étais jeune, je regardais les restaurants puis je me voyais assis justement au bar. Ah. Mais non, j'ai aimé ça, travailler dans les restos et tout, mais j'avais pas le caractère pour travailler dans un restaurant non plus. Là. Quelqu'un se mettait à crier après moi, puis c'est sûr que j'allais partir à brailler. J'étais vraiment pas... ok, t'étais sensible. Super sensible, mon envie. Là, fait que non, j'aimais pas ça, cette attitude-là de... On se crie après les uns et les autres. Là. Non.
Ouais, puis c'est un domaine sauvage un peu d'un grand restaurant, là, d'un grande cuisine, c'est très compétitif. Ah ouais, puis, mais tu sais, on parle pas du Saint-Hubert, là, mettons, mais tu sais, des grandes chaînes, là, genre chez Tucky's, ben pas des chaînes, mais des restaurants, des grands restaurants. C'est très compétitif. Ouais, surtout quand tu arrives dans des restos qui sont vraiment qui fonctionnent à la française, là, c'est quand même assez rough comme milieu. Puis moi, ben ça m'a jamais plu de me faire crier après, puis j'ai je connais vraiment personne qui dit ouais, moi non, mais il y en a qui j'aime bien ça. Cette adrénaline-là. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, je peux être un peu moins sweet avec un employé une fois de temps en temps si, tu sais, faut que là, ça gaule maintenant, mais jamais je vais crier après quelqu'un. Non, il y a moyen de passer le message d'une autre façon. Puis, en fait, tu parlais des employés. Tu vis-tu ce que tout le monde vit, la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté à trouver des gens compétents? Tu vis-tu ça toi aussi depuis les 2 dernières années? Oui. Ah, oui, ouais, ok. Définitivement. C'est très dur. Je pense que c'était dur même avant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis les 2 dernières années, parce que je pense que ça avait commencé avant la pandémie. Oui, puis moi, dans le fond, l'entreprise s'appelle Elle Traiteur. C'est pour plusieurs raisons. Donc, j'ai seulement une équipe qui est féminine. Donc, c'est encore plus dur parce que ça l'enlève plus que 50% des gens qui peuvent travailler en restaurant ou en traiteur, peu importe. Là. Mais oui, c'est super difficile. Puis encore plus là avec la pandémie, c'est que je veux pas avoir n'importe qui non plus qui travaille avec moi. J'ai comme besoin d'avoir quelqu'un avec qui j'ai un lien. Est-ce que tu engages que des filles? Oui. Pourquoi? Y a-tu... Ben, il y a déjà vraiment beaucoup de place pour les hommes en cuisine. C'est pas pour dénigrer. J'en ai eu plusieurs qui ont travaillé avec moi au départ de l'entreprise et tout. Mais à un moment donné, j'ai décidé qu'à 100%, ça allait être une équipe féminine. À la base, j'ai parti aussi le traiteur parce que moi, j'ai eu des mauvaises expériences en cuisine côté harcèlement et tout. Et je me suis dit que je voulais avoir un lieu qui était sain et confortable pour les femmes, ben pour les hommes aussi, là, mais pour travailler. Puis après ça, ben c'est ça. Ça s'est enchaîné, puis c'est devenu une équipe féminine à 100%. Ouais. Mais sinon, pendant un bout, mon mari même était avec moi dans l'entreprise. Il se déguisait en fille, puis... Ouais, c'était bien cute. Hey, mais c'est drôle, tu sais, mais en fait, je trouve ça cool, tu sais, c'est un gros statement que tu fais, puis je suis pas sûr que du sens inverse, par contre, une entreprise qui dit, moi, j'engage juste des gars, ça serait aussi bien vu, mais je pense que je veux dire, tu pars ton entreprise, t'as le droit d'engager qui tu veux. Je veux dire, moi je trouve que ta mission est honorable. Puis c'est vrai qu'en cuisine, moi de ce que j'ai eu ouï dire, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'harcèlement, puis il y a beaucoup de comportements douteux. Fait que je trouve ça cool en fait. Très cool. Merci. Puis en effet, c'est vraiment pas pour discriminer ou quoi que ce soit là. C'est juste. Tu peux juste pas faire de pub sur Facebook pour annoncer tes emplois, par exemple. Non, parce qu'ils vont... tu vas te faire... parce que tu peux juste plus, en fait, cibler rien sur Facebook quand c'est le terme d'emploi. Démolir, puis insulter, puis... Non, même pas ça. C'est juste ça passe juste pas dans l'algorithme. Ah, pour vrai, en plus? Ouais. OK. Ouais, Caroline, Marc-Antoine est un spécialiste de Facebook et des réseaux sociaux et de la gestion de communauté, juste pour que tu saches. Fait que, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est vrai. Fait que, mais c'est cool. C'est un beau statement quand même d'avoir fait ça. Surtout depuis le temps, tu sais, ça fait quand même 7 ans. Fait que t'étais bien avant tous les débats qui ont jonché l'actualité depuis la dernière année. Je pense que c'est le fun que t'aies fait ça. Ouais. Très cool. Good. Hey, puis moi, j'ai une question. C'est quoi que t'aimes le moins dans le travail de traiteur, puis pourquoi c'est faire la vaisselle? Ah! Mon Dieu, c'est même pas ça parce que je la fais pas, c'est le lave-vaisselle qui a fait. Ah, pour vrai? Mais écoute, je te dirais de déloader le camion après un événement. Ça, là, je pense que c'est la pire affaire, puis de tout ranger les boîtes après, là, c'est... Tu reviens des fois, là, je revenais des événements, il était 3-4 heures du matin, puis là... T'es brûlé. T'as 2 enfants, en plus, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Aïe. OK. Ouais, 2 ans et demi et 3 ans et demi, fait que...
Fait Ben là, ça t'a fait un petit break d'événements la dernière année. Là. Fait que là, tu vas oui. être prête, mec, ça réouvre à repartir en force. Puis, Mais c'est, attends, t'as-tu un camion réfrigéré à toi en plus? Non, c'est pas un camion réfrigéré que j'ai. OK. Mais une vanne ou quelque chose qui contient, on s'entend? Oui, qui contient. Ça rentre pas dans une Nissan Sentra. non, Non, mais la au début, bouffe. je à le 1800 faisais bouchées. Au début, je le faisais avec vraiment une petite voiture, là, mais c'est ça. Mais quand j'en ai besoin pour des gros événements, je loue des camions aussi, là. Ça me non, sert à c'est rien ça, d'avoir clair. un Econoline à tous les jours, là. Je suis vraiment curieux parce que j'aime bien les chiffres, là, mais tu peux-tu me donner une idée de combien ça peut coûter une épicerie pour préparer 1800 bouchées, ou en tout cas des bouchées pour 1800 personnes? Ça coûte combien une épicerie pour faire ça? Ben, ça dépend beaucoup de qu'est-ce qui va être servi. Mais mettons une moyenne, là. Tu sais, médian, là. Tu sais, pas des bouchées extraordinaires, mais pas non plus de quoi de pépé, tu sais, de quoi d'average, là. Un peu de poisson, un peu de viande, un peu de végé. Un buffet pour 1800 personnes en moyenne. Ouais. Combien ça coûte en épicerie, en Ouais. poste de nourriture? En matière première, là. Tu sais, là, quand tu vas t'acheter tout ton stock et t'as les factures devant toi, ça a coûté combien? Ouais, ça peut avoir coûté 3000 facile. Tabarnak. Okay. Charges-tu ça? Est-ce que tu flippes la facture au client ou non? Parce que dans le fond, t'en as pour d'autres événements ou comment moi, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est vendu à la bouchée. OK. Fait qu'il y a un prix par bouchée. Qui couvre ta dépense, dans le fond. Exactement. Ouais. OK. Bien joué. Ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'on sert, mais c'est quand même très coûteux par bouchée, qu'est-ce que ça revient, là, parce qu'il y a énormément de manipulations, même si c'est si petit, là, une bouchée, là, ça a l'air de rien des fois, là, mais des fois, il y a eu 4-5 manipulations pour mettre tout ça ensemble. Là. Ah, il y a une petite mousse de quelconque sur le top, genre, qui donne On appelle ça un espuma, Marc. Mais tu sais, c'est pas dans toutes, moi, c'est pas dans toutes les, tu sais, parce que j'ai été dans des événements, là, tu sais, pour, mettons, l'Opéra de Montréal, que c'était des traiteurs assez hot aussi, dans le temps que c'était mes clients dans une autre vie, puis dans des grosses soirées de même, où est-ce que les traiteurs, tu sais, c'était des bouchées, comme tu parles, là, tu sais, recherchés, vraiment hot. Et aussi, j'ai travaillé dans une autre place où est-ce que il avait fait venir un traiteur, puis c'était comme des bouchées de légumes, genre, un peu sketch. Ben, quasiment, là, tu sais, c'était comme des céleris, tu sais, avec des frisottis, là, genre, puis des bouchées, puis tout. Puis la fille qui servait, elle trouvait ça donc drôle, appelait ça des tartares de légumes. Parce que c'était des légumes crus en bout de ligne. Puis j'étais comme, ouais, puis là, je me rappelle de mon boss qui m'a flashé la facture à la fin de genre 900$. Puis j'étais là, ouais, c'est pas dans la même game de ce que j'ai connu déjà. Bref, c'était mon anecdote. C'est pour ça que je disais tantôt aussi qu'en traiteur, il y a énormément de niveaux, comme en restaurant aussi, là, tu sais, il y a des restaurants haut de gamme comme qu'il y en a des fast-food aussi. Ah, là, moi, c'était pas un haut de gamme, le dernier que j'ai parlé. Ouais. Clairement pas. C'était Roger et Ginette. Ouais, c'était pas le, en tout cas. C'était pas non plus l'événement du siècle. Mais bon, c'est correct, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est clair. Hein? Mais c'est quoi le tu sais, pas obligé de. La politique en deux martinis, c'est jamais de faire de name dropping, c'est pour créer de la diffamation puis des problèmes juridiques. Fait que, mettons, c'est quoi le pire événement que t'as fait, Caroline, sans nommer de nom d'entreprise ou rien, la pire expérience que t'as eue? Mon Dieu Seigneur. J'ai fait un événement dans. Ah, je vais même pas dire c'était dans quel type de. C'était dans obligé de dire l'industrie, juste. Ouais, c'était dans une entreprise. Mais c'était un repas assis et c'était environ 20 personnes à peu près. Là. C'était pas un très gros événement. OK. Mais. Oh non, j'en ai deux. OK, j'en ai deux. Il y avait celle-là, j'ai passé à un autre. Il y avait celui-là qu'il fallait faire un repas assis, le four fonctionnait à moitié, c'était tout un repas chaud, puis la cuisine faisait à peu près 1 mètre par 1 mètre et on était deux à travailler là-dedans. Mais essayer de monter 20 assiettes fois 3-4 services, là, c'était le bordel. On se pilait un par-dessus l'autre. C'était dans les bureaux de l'entreprise, mettons? Oui, exactement. Okay. Puis, tu sais, c'était au 2e étage. Fait que là, c'était up and down avec l'ascenseur qui était vraiment pas vite. C'était quelque chose. Il y a eu celui-là. Et mon pire événement à vie, ça a été... c'était pas pour eux, là. C'était pour une entreprise, mais c'était au Club Soda. Puis c'est pas contre le Club Soda, là, ça n'a pas rapport, là, mais c'est juste pour vous donner
l'ampleur de l'événement, là, le Club Soda était plein. Et fait que c'était un 400-500 personnes et on est à peu près 15-20 employés pour faire cet événement-là. C'est un party de Noël, il fait moins 40 dehors. Les bouchées gèlent. Les bouchées gèlent. Toutes les bouchées sont chaudes. Okay. Et quand les fours arrivent avec la compagnie de location, il n'y en a pas un qui fonctionne. Mais pas un qui fonctionne. Okay. Et là, je vous jure, là, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit, là, faut que tu m'envoies quelqu'un, là, faut que tu me fasses une prière, quelque chose. Là. J'ai appelé ma mère aussi, là, mes parents, ben, pas qu'ils sont religieux nécessairement, mais ils ont toujours eu une petite statue, là, Saint-Jude, là, c'était pour les causes désespérées, là. Donne-lui un verre d'eau, donne-lui un morceau de pain, mais fais quelque chose, parce que là, faut que je serve mes trucs, puis c'est tous des trucs qui se servaient pas froid en plus, fait que... Et finalement, les fours ont jamais fonctionné, mais on a pris les bouchées, on les a amenés dans un restaurant pas loin que un des serveurs connaissait, l'a fait réchauffer, ramené en taxi. Wow! Ça a été... Quand j'ai fini cet événement-là, là, je pense que j'ai pris une piscine de vin. Tellement que, oh mon Dieu, que ça l'avait été le bordel. Attends, les bouchées ont traversé en taxi. En taxi. Hey, c'est fou pareil, parce que le vivre sur le moment, ça devait être l'enfer. Mais là, tu sais, le raconter, ça fait une anecdote tellement chill. Ben oui, genre, c'était drôle après, mais sur le coup, là, oh mon Dieu, que j'étais pas bien. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de staff qui travaillaient souvent avec moi. Puis, tu sais, personne disait rien. Tout le monde était à son affaire. J'étais là. Oh, puis j'étais même plus capable de ramener l'ambiance ou quoi que ce soit. J'étais... la soirée était échappée. Oh mon Dieu! Ça a coûté combien en taxi? Oh, je m'en souviens même plus. C'était vraiment le moindre de mes soucis, honnêtement. Le client, au final, il s'est-tu rendu compte de quelque chose? Il a rien vu. Il a rien vu. On s'en est sortis comme des champions, mais j'ai eu les genoux mous toute la soirée. Tu sers ton assiette en shaking. Ah ouais. Oh my God, que ça avait été quelque chose. Débile. Hey, parce qu'on l'épisode tire sur sa fin. Moi, dans le fond, j'aurais le goût de te demander, pourrais-tu nous donner tes coordonnées si les gens veulent te rejoindre ou faire affaire avec toi? Comment on fait? On t'appelle, on nous appelle? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais dans le fond, souvent, les clients me rejoignent directement par Facebook ou par Instagram, par message. Donc, c'est Elle Traiteur, E-L-L-E Traiteur. Parfait. Et sinon, ben, mon numéro de téléphone, c'est le 514-967-9564. Parfait. Fait que nous, on va taguer ta page Facebook certainement dans notre... qu'on va mettre l'épisode. Puis s'il y en a qui veulent nous écrire parce que vous vous rappelez plus du nom, vous savez comment, c'est entredeuxmartini@gmail.com. Puis ça va nous faire plaisir de vous donner les coordonnées de Caroline que je vais garder moi-même parce que son service m'intéresse. Merci. Et quand on va déconfiner, c'est pas dit qu'on fera pas affaire ensemble. Bon, mais là, tu vas pouvoir faire des événements sur terrasse bientôt. Là. Fait que tu vas pouvoir ouvrir ta cour, c'est clair. Puis inviter 10 personnes de 3 foyers différents. Puis, c'est ça. Yes. Voilà. Fait que je vais juste rappeler moi les plateformes sur lesquelles nous suivre à la fin. Donc on est sur Apple Podcast, sur Spotify, SoundCloud, YouTube. Comme j'ai dit un peu plus tôt, notre adresse courriel entredeuxmartini@gmail.com, tout en lettres. Notre page Facebook Entre2Martini et notre compte Twitter @2martini. Caroline, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Pour vrai, c'était vraiment cool comme discussion. Ton parcours est assez impressionnant. Merci. Tu t'en es très bien sorti, je trouve, dans la dernière année. Puis d'après moi, tu vas ressortir encore plus forte de ça. Donc, très, très cool. Yes. Merci beaucoup de l'invitation. Très content d'avoir été votre première invitée féminine. Oui. Ben, tu sais. C'est un mouvement qu'on a créé. On va juste falloir le perpétuer. Exactement. Stan, as-tu un petit mot de la fin pour... Taxi, parce qu'écoute, traverser les bouchons en taxi, il faut le faire en maudit. Là. Moi, je reste là-dessus. Là. C'est incroyable, cette histoire-là. Méchante anecdote. Cool. Fait que là-dessus, on va vous souhaiter un excellent 5 à 7, un bon déconfinement, puis des super bons martinis. On a dit au début, là, les olives puis le jus d'olive de Caroline, essayez ça. D'après moi, ça sera pas piquer des verres. Yes. Puis sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. Salut.